Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 99e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode Wayne Gretzky. Wayne Gretzky. Oui, Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, Bon bien vieux meme. entendu. Qui d'autre? Qui d'autre? En fait, parce que bon, il y en a un, c'est le seul gilet de l'histoire à avoir été retiré au travers de la Ligue nationale de hockey, pourquoi pas. Et en parlant d'élénage, c'est exactement ce que l'on fait aujourd'hui, un petit épisode spécial pour vous, alors que on est à une journée près là, du début des séries éliminatoires. Évidemment, tout débute ce samedi, 3 matchs à l'affiche. Ça va être plaisant à regarder. Et ce qu'on va faire, c'est pas trop compliqué. On va prédire la première ronde des séries éliminatoires en ajoutant à ça un facteur X pour l'une des deux équipes qui va compétitionner, qui pourrait justement changer complètement le tournant de cet affrontement-là. Et Phil, évidemment que j'ai la bataille de la Pennsylvanie qui est en premier sur ma liste de tous les affrontements dans l'Est, parce que ça commence samedi, cet affrontement-là. On a bien hâte de revoir, ou peut-être se remémorer ces belles époques-là où ces deux équipes-là s'affrontaient, semblerait-il, à chaque année. Pour les Penguins, c'était soit les Capitals ou les Flyers. C'est un peu ce que je me dis. Les Rangers, c'était dans le temps un peu, mais ils n'étaient pas assez bons. Fait que, bon... passer à autre chose. Mais Phil, côté bataille de la Pennsylvanie, je vais te laisser l'honneur de débattre si ton équipe va se rendre en deuxième tour ou non. D'après moi, oui. Honnêtement, Okay. je pense qu'ils ont démontré vraiment une profondeur au cours de cette saison, une capacité à marquer des buts comme presque nul autre. Je veux dire, sont peut-être deuxième, troisième à ce chapitre-là au niveau de la Ligue. Il faudrait que je revérifie cette information-là. Mais écoute, les Penguins ont marqué là, 293 buts cette saison. Les Hurricanes, c'était 296. Puis je vois le Colorado à 302. Fait que ça te fait peu d'équipes là, qui rivalisent avec ce total-là. Puis c'est une production globale aussi. Je pense que les Penguins ont quelque chose comme 14 joueurs qui ont marqué plus de 30 points cette saison. Fait que c'est... tu sais, même Connor Dewar. As-tu marqué 30 points? Connor Dewar a marqué vrai? 30 points. Parker Waterspoon a marqué 30 points. Il est là. Aïe, aïe. Fait que c'est des choses comme ça qui ont rendu la saison. C'est des contributions comme ça qui ont rendu la saison des Penguins exceptionnelle. Je pense que c'est juste vraiment des joueurs qui se cherchaient un peu un rôle dans d'autres équipes puis qui sont venus à Pittsburgh puis qui ont trouvé vraiment leur place. Fait que ça, c'est énorme pour les Penguins. On a besoin de cette contribution-là diversifiée parce que c'est plus l'époque où Crosby et Malkin pouvaient le faire seuls. Ouais. Ils sont encore capables. Les deux ont marqué plus qu'un point par match cette saison. Mais c'est dans des séries éliminatoires où quand même le niveau d'intensité va grimper. Et puis ça va être très physique, ça va être très demandant. C'est des gars de 38-39 ans. C'est certain que ça va leur en demander beaucoup. Ouais. Puis c'est là que je suis peut-être un peu plus inquiet par rapport à ces dinosaures-là, si tu veux, dans l'équipe. Mais regarde, je le sais, je m'étonne encore une fois cette année de leur production puis de leur capacité à mener l'équipe. Mais je pense que plus que jamais, ils comptent aussi sur un réseau de soutien. Puis c'est la première fois en 4 ans pour les Penguins que ces réseaux de soutien-là est présent. Parce que les dernières années, ça allait pas du tout. Les années Hextall, c'était des années à oublier. Puis beaucoup de transactions qui avaient complètement floppé. Puis là, c'est tout le contraire. Vraiment, c'est le jour et la nuit pour les Penguins. Puis encore une fois, c'était cette même idée-là d'essayer d'entourer le noyau correctement. Puis Dubas a réussi à en faire suffisamment, même si plusieurs, je pense, au début de la saison, doutaient vraiment de ses capacités. Dubas, c'est le favori pour le Jim Gregory. Hein, au fin du, c'est pas pour rien. Puis beaucoup doutaient de ses capacités à amener cette équipe-là quelque part. Mais je pense que vraiment, il n'y a plus de doute pour les Penguins présentement que c'est une équipe qui peut être quand même compétitive en série. Et face aux Flyers, écoute, cette saison, si on regarde les affrontements, 2 victoires pour les Penguins, 2 défaites en tir de barrage. Donc, classique. Mais je pense que ces deux équipes, quand même, honnêtement, je pense que beaucoup sont rapides à peut-être donner l'avantage aux Penguins avec l'expérience et tout ça. Mais honnêtement, moi, je ne vais pas du tout compter les Flyers pour battus dans cette série-là. Je pense que c'est quand même une équipe qui va te donner une série assez coriace.
il y a beaucoup de jeunes aussi qui se sont rajoutés là, en fin de saison. Des gars comme Alex Bump, par exemple, ou Porter Martone, qui est un nom un peu plus connu, mais c'est des joueurs qui pourront avoir un impact éventuellement, qui vont jouer leur première série éliminatoire. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de joueurs des Flyers. D'ailleurs, il y a une énorme faiblesse en expérience dans cette équipe-là, mais c'est d'ailleurs mon facteur X pour la série, c'est l'expérience. Sauf que je pense que c'est quelque chose qu'on surévalue parfois. Ça peut être surestimé, certainement, l'expérience. Parce que des jeunes joueurs comme ça qui en sont à leur première participation aux séries, il va avoir cette faim-là, vraiment ce désir-là. Puis des fois, c'est peut-être un peu plus difficile d'aller chercher ça chez tes vétérans, j'ai l'impression. Fait que je pense que c'est une équipe qui va arriver quand même à affamer les Flyers. Puis juste en voyant aussi leur fin de saison il y a la troisième position dans la métropolitaine était disponible. T'sais, ça prenait une équipe qui allait vraiment prendre cette position-là de force puis qui allait s'imposer. Puis, les Jackets là, ont quand même terminé à 6 points de cette position-là, alors qu'on pensait là, pendant longtemps que ça allait être eux. Les Islanders, 91 points, donc à 7 points de cette dernière position. Donc, ça t'en dit long sur ce que les Flyers ont fait, qui ont pu carrément éclipser ces deux équipes-là. Écoute, là, c'est une équipe qui était comme carrément perdue avant la pause olympique, les Flyers. Je pense leur 14 matchs avant la pause olympique, 3-8-3. Donc, c'est une équipe qui allait de nulle part, bien franchement. Puis, ça s'est complètement reviré de bord pour cette équipe-là. Donc, ça nous donne un duel qui est quand même intéressant. Je vais donner l'avantage aux Pingouins. Je pense qu'ils vont l'emporter 4-2 dans cette série-là. Okay. Mais c'est ça. Je compte pas les Flyers pour battus. Je pense que les Flyers sont meilleurs défensivement de loin. De loin. En tout cas, il y a quand même une marge entre les deux équipes pour moi. Les noms qu'on retrouve à cette ligne bleue pour les Flyers, je pense que c'est quand même des gars assez solides. Il y a Rasmus Ristolainen qui va jouer ses premières séries éliminatoires. Ouais. Ça, c'est une folie, je pense, après 800 matchs peut-être dans la LNH, quelque chose comme ça. Mais ça reste que il y a des gars comme Travis Sanheim, par exemple, là, qui joue du très bon hockey. Puis après ça, t'as Vladar aussi dans le filet qui a connu une très bonne fin de saison aussi. Une très bonne saison en général. Ouais, vraiment. Et puis, statistiquement, il est avantagé par rapport à Stuart Skinner, mais Skinner, c'est un peu une boîte à surprise en séries éliminatoires. Il peut te sortir des très bons matchs, sortir des moins bons matchs. Pas comme si qu'il avait fait 3 finales de suite. Ouais, justement. Puis, écoute, je pense que c'est un gars aussi, plus la série avance, plus il lock in un peu. Fait que je pense que je suis quand même capable de compter sur lui. J'ai pas l'impression qu'on va voir Shilovs là, quand même dans cette série-là. Je pense que Skinner va vraiment se mériter ce filet-là. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais les Flyers sont quand même avantagés dans certaines facettes du jeu, mais l'expérience des Pingouins, puis vraiment la profondeur, la capacité à marquer des buts. Les Flyers ont été capables, c'est une équipe qui a été capable de shut down énormément ses adversaires cette saison. Puis ça, c'est grâce à Rick Tocchet qui a toujours été connu pour amener un bon système défensif. Ouais. Ils allouent moins de 3 buts par match, là, les Flyers en moyenne. Donc, c'est quand même une équipe qui est bonne à ce chapitre-là. Les buts alloués pour les Pingouins cette année, 268, 243 pour les Flyers. Quand même une marge à ce niveau-là. 25. Et je pense que c'est sur ça que les Flyers vont miser. Mais quand je regarde les affrontements des deux équipes cette saison, j'ai pas vu que les Flyers étaient capables de vraiment contenir l'offensive des Pingouins parce qu'on a marqué quand même 16 buts sur 4 duels. Donc, j'ai espoir quand même que les Pingouins ont des solutions face à ce système défensif-là. Puis, c'est pour ça que je pense qu'ils vont l'apporter en 6. Je suis entièrement d'accord, même que je trouve que tu as été un peu généreux. J'étais avec Pingouin en 5. Okay. Je pense pas que cette série-là sera aussi près que les gens vont le croire. Je pense juste que les Flyers sont pas encore
dans l'esprit des séries. C'est une équipe qui vient tout juste de genre se trouver une identité. Puis quand ça l'arrive, tu peux pas juste fermer les yeux à l'idée que l'on est en séries éliminatoires. Puis tu fais face à une équipe des Pingouins qui a connu bien des séries, autant que ce soit avec Stuart Skinner défensivement, avec Carlson Le Temps, Connor Clifton d'ailleurs, qui est en finale de la Coupe en 2019 avec Boston, faut pas l'oublier. Des gars sur un troisième puis un quatrième trio aussi qui ont déjà eu quelques apparitions en série. Puis, évidemment, t'as Sid et Gino qui sont toujours là. Brian Rust et Rickard Rakell. Genre, c'est des vétérans qui font une différence. Puis, je pense que tu l'as assez bien dit. La production des Pingouins, je pense que ça va juste être trop pour cette équipe-là des Flyers. Tu parles de la défensive des Flyers. C'est une défensive d'équipe. Mais si tu isoles strictement le 6 de la défensive qu'on a, pas trop épeurant, désolé. Puis, tu sais, comme Cam York, là, sur une deuxième paire, ça fait pas peur à personne. Ouais. Tu sais, Rasmus Ristolainen, bien qu'il est très bon défensivement. Drysdale est bon. Drysdale, oui, se trouver certainement quelque chose, là, le Jamie Drysdale. C'est drôle qu'il va retrouver Trevor Zegras, d'ailleurs, après cette transaction loufoque où tu ramènes Zegras de retour avec Jamie Drysdale. Yeah. Puis offensivement, regarde, tu regardes tous les joueurs sur cette équipe-là qui évoluent dans ce système offensif-là. Personne a eu cette expérience-là de série. Une expérience accrue, une expérience creuse. Des joueurs qui auraient peut-être une idée d'être un peu plus clutch ou jouer dans un style différent. Je pense juste pas qu'on va pouvoir compétitionner avec le plan de match de Dan Hughes. Et c'est pour ça que c'est mon facteur X, le plan de match de Dan Hughes. Okay. Tu m'en as parlé un peu hier aussi de l'idée qu'on veut être gros en série du côté de Dan Hughes. Puis je vois pas rien qui rivalise avec quelqu'un comme Elmer Soderblom à la base chez les Flyers, outre Rasmus Ristolainen. Mais quand on a 3 sur le même trio, je veux dire, c'est du poids. Hein? C'est 3 frigos qui s'amènent en territoire offensif. C'est pas Cam York, c'est pas Jamie Drysdale, c'est pas Travis Sanheim qui va bousculer ça. Je pense que ça va juste être une série dominante, autant en possession de rondelles que tout autre aspect du jeu pour les Pingouins. C'est juste une équipe qui, selon moi, est plus prête à ce genre d'occasion-là. C'est une équipe qui a gagné toute l'année. C'est pas une équipe qui a eu des phases si tant comme... Les Flyers étaient juste bons en fin de saison. Oui, les Penguins étaient là. Toute l'année. C'est probablement l'équipe qui s'est le plus comme maintenue, outre les Kings, là, qui étaient de loin devant. Mais, 100%. Ça a quand même été une constante. Puis je pense un gros facteur aussi, c'est que présentement, on semble voir que les Penguins vont amorcer ces séries-là en santé. Puis ils ont eu beaucoup de blessures là, au cours de la saison quand même. Ça a été une équipe qui a dû faire face à l'adversité quand même avec blessure à Crosby. Écoute, il y a Malkin qui a manqué du temps aussi. Rakell a manqué du temps. Même chose pour Rust un peu. Donc, ça fait quand même beaucoup de joueurs là, qui étaient absents de l'alignement, mais maintenant, tout semble se réunir au bon moment. La dernière pratique, il y avait le 4e trio qui était réuni, qui est honnêtement, ce trio-là est vraiment un problème pour les adversaires, franchement. Ben, si un gars dans ton 4e trio fait 30 points, tu peux pas dire non. Puis Dewar et Charlie Lizard, franchement, c'est un trio qui va vraiment te grinder. Puis ça, je pense que c'est un facteur pour les Pingouins aussi. Donc, cette size-là aussi, c'est quelque chose qui manquait là, dans les alignements des Pingouins dans le passé. Écoute, il y a Soderblom qui est là, il y a Manta, Brazo, on pense qu'il va pas jouer là, pour amorcer les séries. Mais ça te fait quand même des gars qui peuvent brasser un peu l'adversaire. Puis, c'est ça. C'est une équipe qui est, je pense, plus bien constituée, puis qui a vraiment... quand même une solidité, un peu comme tu disais. Puis le plan de match de Dan Hughes, écoute, ça doit être un entraîneur recru. Tout au long de la saison, vraiment, il a démontré, je pense, à part peut-être pour les challenges, là, où il n'en a pas gagné un. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, il n'en a pas gagné un cette saison. Les shootouts non plus, fait que mais ça, c'est pas de sa faute. Hein. Non, je pense qu'il a changé le style de cette équipe-là entièrement.
il l'a adapté aussi, comme il a un peu, il s'est inspiré d'autres tactiques gagnantes, je pense. Puis c'est ça que les entraîneurs font. Je veux dire, tout le monde regarde un peu ce que les autres équipes font ailleurs dans le circuit. Puis, il a implémenté des éléments, par exemple, des équipes championnes des Panthers avec les Pingouins. Puis ça a donné un peu ce qu'on voit cette année où les Penguins, c'est une équipe qui marque beaucoup, qui concède quand même un certain nombre de buts aussi. Mais c'est un peu un sacrifice que Dan Hughes s'est dit prêt à faire. Puis c'est un pari qu'il a gagné parce que l'offensive, c'est quand même avéré plus productive. Puis on est capable de pallier pour les quelques buts qu'on va allouer de plus. Puis qui est juste un pivot complet de la mentalité Sullivan, puis c'est de ça que cette équipe-là avait besoin. Puis juste avant de passer à la prochaine série, faut le donner à Muse aussi parce que Dubas, il échangeait des gars comme bon vent lui semble au courant de l'année, puis il t'a trouvé une recette gagnante pareil. Yeah. Je veux dire, il faut être ouvert d'esprit assez fort, merci, là, pour trouver un espace pour des gars comme Chinakov, qui, tu me l'as dit hier, est rendu sur un premier trio. Tu sais, Brazo, Menton ont trouvé une identité à Pittsburgh aussi, puis pas juste une petite identité. Là, on parle de 50 points pour Anthony Manta. Vous pouvez le voir, là, même 64. Ah! D'accord. C'est correct. C'est pas moi qui pleure, c'est toi. Puis Brazo qui avait commencé l'année en force. Là. Je sais pas ce qui s'est passé avec Brazo. Cette board-là vous en dit beaucoup sur ce que vous devez savoir sur les Pingouins. Ouais, non, vraiment. Superbe domaine d'écriture d'ailleurs, Phil. On passe à l'affrontement B et B maintenant. Boston-Buffalo dans l'Est, encore une fois. Selon moi, puis là, je vais comme un peu... Ça va en dire gros, là. Ton ordre des... C'est juste tu y vas au feeling. Ouais, bon. Je me suis dit, quelle série je vais mettre après? Ah, Boston-Buffalo. OK. Bon. Mais Boston-Buffalo, pour moi, c'est la seule série dans toute la LNH qui va finir en 7. Ouais. Ben, écoute, c'est un 7 pour moi aussi. Ouh, et un 7 qui ira en faveur de Buffalo. Oui. OK. Yes. Je suis content qu'on est d'accord avec ça. Puis, pour moi, ça va peut-être être la série la plus... intéressante à regarder dans l'idée où ça va être extrêmement physique. Puis je pense que ça va être là où... C'est la seule raison pourquoi ça va se rendre en 7 du côté de Buffalo, c'est que c'est un affrontement extrêmement robuste. Puis Buffalo, quand ça se fait tasser, tu sais, Buffalo a besoin de son espace. Yeah. C'est un peu ça qui arrive. Tu sais, t'as des gars comme Tage, comme Tucky, comme Zach Benson, qui sont... Josh Doan aussi, qui est super physique, là, il est dynamique d'ailleurs, qui sont super bons dans ce côté-là de la médaille, mais quand ça revient, hein, c'est là où c'est différent. C'est quand tu le donnes, c'est facile, mais quand ça revient vers toi, c'est différent. Puis c'est exactement ce qui est l'identité de cette équipe-là, des Bruins de Boston. On a eu une allumette complètement avec Pavel Jaka cette année. Marat Koustudinov. Je veux dire, des gars qui ont connu des saisons. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Marat Koustudinov marque autant de points? Est-ce qu'on s'attendait à ce que Pavel Jaka devienne le meilleur buteur après la phase olympique? Ou l'un des, il est certainement dans le top 5, là? Non, absolument pas. Puis ces gars-là ont fait une différence. Au début de l'année, on se disait « Ah, les Bruins de Boston, c'est fini, etc. » Swayman a connu une mauvaise saison l'an dernier. On abandonne le projet. Le petit gars de l'Alaska, il n'a pas fini. Jeremy Swayman a connu l'une des meilleures saisons de sa carrière. En tant que vrai numéro 1, c'est peut-être sa meilleure saison de sa carrière, d'ailleurs. Et j'ai remarqué aussi que de toute l'équipe de 2019 des Bruins, parce que je me suis dit, bon, est-ce qu'on a assez d'expérience chez les Bruins de Boston? Seulement 3 joueurs restent de cette équipe de 2019. Sean Kuraly, David Pastrnak et Charlie McAvoy. Okay. Ça en dit beaucoup. Mais je peux pas utiliser l'argument de l'expérience, Phil. On parle des Sabres de Buffalo. Là. On est d'accord. Fait que c'est comme si on prenait ces informations-là et on les mettait strictement en termes de saison régulière. Et de ça, je donne l'avantage au Sabres de Buffalo. Est-ce qu'il manque de talent chez les Sabres? Pas du tout. Est-ce qu'on va le voir en série? Je ne suis pas un devin. Je le sais pas. C'était une des séries les plus difficiles à centrer et à cerner plutôt et à donner un diagnostic parce que je ne connais pas l'identité de ces équipes-là en série du tout. Puis c'est du hockey complètement différent. Puis j'ai hâte de voir ce que Lindy Ruff va faire
Parce qu'on le sait, Lindy n'est pas. Il n'a pas peur des séries. Il n'a aussi pas peur de perdre un match en finale de la Coupe. On se rappelle la malédiction de Lindy Ruff de 1999. En espérant que ça se passe pas avec les Sabres de Buffalo, ça serait incroyable. Mais je pense que les Sabres de Buffalo sont juste affamés de l'idée que c'est des gars qui jouent ensemble depuis longtemps, qui n'ont pas touché aux séries. C'est une équipe qui a trouvé certainement un rythme, un style de jeu qui leur appartient, qui leur en est cher. Puis c'est une des raisons pourquoi ils menaient l'Atlantique pendant si longtemps avant d'un peu se laisser aller là, en fin de saison et finir deuxième. Non, pardon, on finit premier, j'ai rien dit, ils ont fini premier. Je sais pas pourquoi j'avais dans l'idée que Tampa était premier. Cette équipe-là est très bien bâtie, mais encore une fois, c'est le gros point d'interrogation pour moi, c'est est-ce que ça va se traduire en série? Puis mon facteur X dans tout ça, c'est les unités spéciaux, Phil. Parce que les Bruins et les Sabres s'interchangent dans deux aspects. Les Sabres, 4e en désavantage numérique. Les Bruins, 24e en désavantage numérique. Mais Boston est 10e en avantage. Je suis 9e en avantage numérique. Et du côté de Buffalo, on est 21e dans ce chapitre-là. La discipline se devra d'être au rendez-vous. Bon, des deux côtés, là, certainement. Mais écoute, on est en série. Habituellement, les arbitres, là... cachent un peu leur sifflet, laissent place à un jeu un peu plus robuste. Yeah. Ça va probablement avantager Boston, mais je pense qu'au final, le talent de cette équipe-là, des Sabres de Buffalo, et leur profondeur énorme va leur faire traverser cette étape cruciale là, dans leur parcours aux séries éliminatoires pour affronter le gagnant de Montréal et Tampa Bay. Yeah, d'accord sur plusieurs points. C'est quoi ton facteur X? Les unités spéciaux. Les unités spéciales, OK. Pour moi, j'ai écrit domicile parce que je pense que cette série-là, c'est peut-être une série où on va voir littéralement l'équipe à domicile remporter son match comme jusqu'à la fin. Et puis ça avantagerait les Sabres de Buffalo justement en 7 si ça se produisait exactement comme ça. Peut-être que ça sera pas ça non plus. Mais écoute, je pense qu'il va tellement avoir une hype à Buffalo. Puis faut pas l'oublier, Buffalo, honnêtement, là, parmi comme toutes les fanbases, honnêtement, c'est quand même une des plus loyales puis une des plus engagées. C'est une fanbase qui est très riche à Buffalo. Puis malgré des années vraiment de déception pour cette équipe-là, les gens vont être là à Buffalo. Faites pas d'erreur là-dessus. Ils vont être là. Ça a été voté d'ailleurs qu'elle allait peut-être être plus là que le Centre Bell. Ah, puis je serais pas surpris. Ils vont tellement être prêts à se rallier derrière leur équipe. Je pense que l'ambiance vraiment dans cette arène-là va être survoltée. Et si on regarde les Bruins, bon, pour Buffalo, c'est des raisons différentes parce que c'est une équipe qui n'a pas participé aux séries depuis longtemps. Ça va être vraiment comme ce renouveau-là puis cette joie juste de participer aux séries éliminatoires. Mais Boston, c'est clairement juste une équipe qui est à l'aise sur sa patinoire aussi. Quand on regarde là, leur résultat... 29-11-1, quelque chose de même. Ouais, à la maison cette saison, 29-11-1. Mais à l'étranger, oui, à l'étranger, justement, ça commence à être plus difficile. Donc, moi, je suis porté à croire que cette tendance-là pourrait se maintenir dans cette série-là. Je pense que l'avantage de la patinoire ici, il y a des séries où, bon, je mets pas une attention énorme sur ça, mais cette série-là, je pense que ça a une signification réelle. Et je pense que les Sabres vont vouloir en prendre avantage, se nourrir vraiment de cet apport-là de la foule pour une équipe qui vient tout juste là, de se glisser en série pour la première fois en 14 ans. Puis je dis se glisser. Ils sont entrés par la porte principale, là, les Sabres. Qui aurait cru que cette équipe-là quand même finirait au sommet de l'Atlantique. Je pense que ça les met en très bonne position. Le bénéfice, par contre, aurait pu être tellement meilleur dans d'autres saisons, par exemple, où je pense que les équipes repêchées étaient peut-être plus... pushover, des équipes qu'on peut tasser assez facilement. J'aurais préféré les Flyers, comme par exemple. Quelque chose comme ça. Par exemple. Mais cette année, franchement, écoute, c'est des équipes de 100 puis de 99 points qui sont tes équipes repêchées. Donc, c'est quand même là, des durs. Ça va être des duels qui seront pas simples du tout.
Donc, il faut pas s'attendre à une série facile du côté des Sabres. Je pense pas que c'est le cas non plus. Écoute, c'est clair qu'on connaît quand même là, les prouesses des Bruins. C'est une équipe qui est quand même assez... une équipe tenace, vraiment. Une équipe avec beaucoup de caractère, je pense. Et écoute, il y a bien sûr le cher Swayman qui est devant le filet aussi. Puis je pense que honnêtement, c'est à l'approche des séries, c'est peut-être le gardien qui peut avoir le... Bah, écoute, oui, c'est vrai qu'il y a des gardiens qui se transforment en série. Par exemple, un Vasilevski qui peut juste commencer à carrément devenir un mur de briques. Là. Mais je pense que Swayman, si on regarde ce qu'il a fait en saison régulière, il n'y a pas de raison d'être inquiet de son côté du tout. Puis je pense il va peut-être pas aller carrément voler cette série-là de lui-même, mais il va très certainement donner une chance à son équipe dans chacun des matchs. Je pense qu'on va quand même avoir des duels assez serrés. Tu vas pas voir... Je pense pas que tu vas voir 5-6 buts comptés contre Jeremy Swayman dans un match. Donc, mais Hugo. Ouais, justement. Donc, je pense que l'offensive des Bruins, quand même, est un peu moins dynamique que celle des Sabres de Buffalo. Donc, il y a moins, peut-être, là, de possibilités dans cette série-là pour des gros scores, puis des grandes envolées d'une équipe ou de l'autre. Je pense que ça va rester quand même du hockey très serré, puis du hockey physique aussi, comme tu l'as dit. Ça quitte jamais l'identité des Bruins de Boston. Et je pense qu'ils vont quand même vraiment faire travailler Buffalo. Ils vont leur en donner pour leur argent, mais tant qu'à moi, ils seront juste un peu... Il va leur manquer un peu aux Bruins. Je pense que c'est quand même une équipe qui reste assez dépendante de Pasternak, malgré quand même, comme tu disais, des joueurs comme Pavel Zacha, par exemple, qui ont connu des bonnes saisons, Morgan Kiki. Ouais, on n'a pas parlé du deuxième, troisième. C'est Fraser Minton, là. Ouais. Cet échange-là va devenir peut-être le meilleur échange des années 2020. Là. Si on décoche un petit top 5, en plus de ça, un choix top 5 qui est protégé des Leafs. Mais ouais, les Bruins vont vraiment faire suer les Sabres quand même, mais les Sabres en 7. Les Sabres en 7. Cette équipe-là est trop bonne, puis de les avoir vus comme juste se hisser au sommet de l'Atlantique face à des formations quand même très, très compétentes là, en Tampa Bay et Montréal. Ça me donne foi vraiment que les Sabres, là, c'est pas juste un rêve ou une fantaisie cette saison. Ouais, puis en parlant de Montréal, Tampa Bay, je serai court dans cette analyse-là. Vous m'avez entendu parler du CH toute l'année. Et je vais peut-être en décevoir certains. Ça m'attriste de dire que Tampa va l'emporter, Phil. Et Tampa va l'emporter en 6. Est-ce que le facteur Dobson a joué dans... c'est la première chose que j'ai écrit. C'est ça. Moi, j'ai écrit Dobson est blessé, point. Okay. Que tu peux pas enlever à une équipe le deuxième joueur qui bloque le plus de tirs dans la ligue. Déjà, juste ça en fait tellement pour ton équipe. Puis après ça, tu remplaces un jeune défenseur de 25 ans qui fait 9,5 millions et qui a connu une saison remarquable pour le Canadien. C'est l'un des meilleurs échanges qu'on a fait dans les dernières années. Avec un joueur suisse de 22 ans qui à peine était bon dans la Ligue américaine, en David Reinbacher. Ça fait... Il est suisse? Il est suisse? Il est autrichien. Il est autrichien. Merci, Phil. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il était suisse. Il est autrichien. Je pensais peut-être à Yannick Weber ou Raphaël Diaz. Les bonnes vieilles années. Pardon. Mais ouais. Je sais pas. Il y a tellement de choses qui me tannent par rapport à cet affrontement-là. Puis à chaque fois que je regarde quelque chose, je me dis ouf, pas lui. Puis ça, c'est John Cooper et Andrei Vasilevski. C'est les deux personnes dans cette équipe-là où je me dis pas ce gars-là. Kucherov, oui, mais Kucherov et le Canadien ne s'aiment pas à la base. En passant, c'est deux équipes qui se détestent. Là, ça l'a paru en fin de saison. Puis ça va paraître aussi en série.
Mais le calme derrière le banc du Lightning, cette équipe-là n'a pas changé depuis sa coupe, outre que Jake Gensel, qui s'est rajouté, ce qui est pas mauvais du tout. Braden Point connaît pas vraiment une bonne saison non plus, ça l'a changé. Mais t'as encore Hagel, Chiarelli et Cooch qui est là. Hedman qui devrait revenir pour les séries, voire même est déjà revenu, là, j'ai oublié de vérifier. Darren Radish, bonjour, était 70 points. Genre, cette équipe-là fait juste vraiment peur dans une circonstance de série. Puis du côté du Canadien, va falloir que tu, encore une fois, mettes beaucoup trop de poids sur ton premier trio. Et ça me fait peur aussi. Parce que pour moi, le premier trio du Canadien est dans le top 3 pour sûr des meilleurs premiers trios de la Ligue. Mais ça, c'est mon avis personnel. Il y a peu de trios dans cette ligue qui peut stopper Suzuki, Caulfield et Slav en ce moment, au moment où on se parle. Je veux dire, à chaque fois qu'ils sont sur la glace, il n'y a pas une chance qu'ils sont en territoire défensif. Si oui, ça sort et de l'autre côté de la médaille, tu passes une minute en territoire ennemi puis tu crées au moins une chance. Ce que j'ai peur, c'est les autres trios. J'ai hâte de voir Dano en série. Ça me rappelle des excellents souvenirs alors qu'il mettait complètement Austin Matthews dans une petite cage à enfants. Il ne laissait pas se balader du tout. Probablement que ça va être son rôle avec Cooch. Mais pour terminer là-dessus, là, Cooch, faut pas l'oublier, c'est le meilleur pointeur en série depuis 2010. Ça en dit beaucoup. Ça en dit énormément, sachant que Cooch est pas apparu dans la ligue avant 2014. Fait que je vais vous laisser. Je vais vous laisser là-dessus. Mon facteur X, évidemment, ce sera Vasilevski. Andrei Vasilevski, qui à la base cette année va remporter un Vezina et là s'amène en série en pleine confiance. Ça fait peur énormément. Oui, t'as observé quelque chose, Victor Hedman? Les circonstances entourant Hedman, de ce que je peux voir, sont extrêmement nébuleuses. OK. Qui sait ce qui se passe avec cet homme? Parce que il a quitté l'équipe pour des raisons personnelles à la fin mars. On l'a vu sur la liste des blessés à long terme aussi. Et là, plus tellement de nouvelles dernièrement. Donc, indéfiniment, dit-on. Okay. C'est leur capitaine, ça aussi. Hein. C'est pas rien. Ouais. C'est pas rien. Puis, écoute, je pense plus que c'est le. Écoute, il y a eu des années du Lightning en série où on était extrêmement dépendant sur Hedman quand même. Là, c'était un gars qui jouait des énormes minutes. Il est aussi dans le top 10 des meilleurs pointeurs des séries depuis 2010. Ouais, certainement. Ça aussi, ça en dit gros. C'est un gars de série, c'est clair, mais écoute, je pense qu'on a quand même d'autres attributs maintenant à cette ligne bleue, l'émergence de Radish notamment. Donc, on n'est pas nécessairement entièrement dépendant sur Hedman. Moins qu'on l'a été dans le passé, j'ai l'impression. Ça, c'est peut-être une bonne chose pour lui, qui est un peu plus âgé aussi, faut le dire maintenant. Quel âge? Hedman, 35 ans. OK. Ouais, ans. il va frapper 36 en fin décembre. Ça rajeunit pas. Bon, moi, écoute, je suis déçu de ton pivot. Je pensais qu'on était d'accord sur le Canadien. Ben oui, écoute, il n'y a pas si longtemps, tu trash-talkais le Lightning de Tampa Bay disant que cette équipe-là mais on parle de série, là. Non, elle n'était pas bonne non plus. On parle de série. On parle de série, c'est vrai. Mais moi, je veux mettre mon espoir dans les Canadiens, franchement. Je vais avec les Canadiens en 6. Honnêtement. Puis je sais que ça, c'est pas nécessairement un pick qui sera commun. Mais je sais pas, l'année dernière, le Lightning m'ont déçu en série. Ben, ça fait 2 ans que ça se finit en 5, là. Voire même 3 ans, pardon, que ça se finit en 5. Ils m'ont déçu face aux Panthers. Leur sortie récente en première ronde, je sais pas si ça décèle quelque chose. Il y a peut-être une lecture à faire sur ça. Malgré qu'on regarde cette équipe-là sur papier puis on se dit « Ah, c'est une équipe qui semble encore tout à fait intacte », il y a peut-être des petites faiblesses du côté du Lightning. Évidemment, oui, je sais que leur duel de première ronde, c'était quand même les Panthers de la Floride. Là, c'était pas rien. Mais je sais pas, je m'attendais à mieux. Puis peut-être que cette équipe-là a perdu un peu de sa confiance en séries éliminatoires. Je pense que c'est une équipe
qui est peut-être un peu plus fragile qu'elle l'aurait été, par exemple, il y a 5-6 ans. Donc, de ce côté-là, je pense que les Canadiens ont peut-être une porte un peu entrouverte. Évidemment, Montréal aussi en série, c'est toujours, c'est toujours euphorique. Je pense que les Canadiens vont beaucoup bénéficier de ça quand même. Et j'aime tellement ce que j'ai vu des Canadiens cette saison. Cole Caulfield, ce joueur-là qui était un joueur que je pense que j'ai longtemps sous-estimé. Mais vraiment, écoute, quand j'observe ce joueur-là d'un peu plus près, la façon dont il est capable de décocher la rondelle, puis le fait avec tellement d'aisance, puis de partout sur la patinoire, c'est devenu une menace offensive incroyable. Écoute, 50 buts cette saison, on a suivi ça à longtemps. 2 de McKinnon. Ouais, si près. Et je pense que ça va se poursuivre en série. Le premier trio, comme tu le dis, c'est vraiment de la dynamite, là, carrément, pour les Canadiens de Montréal. Cela dit, mon facteur X dans cette série-là, j'ai écrit les gardiens de but. Parce que. Jacob. Ouais, écoute, on amorce cette série avec Dobesch et j'ai quand même, honnêtement, on a vu des signes encourageants quand même de la part de Dobesch, surtout en fin de saison. On a eu ce drôle de triangle-là à un moment donné dans la saison avec Montembeault, Dobesch et puis Fowler. Et là, c'est Dobesch qui vraiment c'est un peu distancé des autres. Je pense que c'est pour le mieux qu'on ait clarifié cette situation-là des gardiens de but, mais est-ce qu'il va y avoir des doutes une fois rendu en série? C'est là que je me pose un petit peu des questions. Si Dobesch connaît un mauvais match, est-ce qu'il sera facilement ébranlé? Est-ce qu'on va rapidement y aller avec un remplaçant? C'est possible. Tout ça, c'est possible. Et quand je regarde de l'autre côté, c'est la stabilité presque éternelle de Andrei Vasilevski qui a toujours été quand même assez bon en séries éliminatoires. Bon, il y a eu des saisons où peut-être pas aussi fascinant que d'autres. Mais écoute, ça reste que ce gars-là a aussi vraiment tellement réalisé des gros arrêts pour le Lightning. Écoute, c'est une équipe qui est vraiment une habituée des séries depuis plusieurs années. Et Vasilevski a toujours été un facteur pour cette équipe-là. Puis il va l'être encore cette saison. J'en ai pas de doute. Et j'ai espoir que Montréal peut quand même percer. Écoute, les deux derniers affrontements appartiennent à Montréal dans cette série-là de saison régulière. Ils ont perdu quand même les deux premiers un peu plus tôt. Mm-hmm. Mais je pense que ça montre que Montréal s'est retrouvé au sein de cette saison-là. Pas oublier que c'est une équipe quand même qui a été longtemps parmi les équipes repêchées. Hein? On tournait autour de la 7e, 8e position, mais on a profité aussi les déboires là, d'équipes comme les Red Wings, par exemple, mais ça prenait quand même vraiment cette poussée-là du Canadien pour se rendre dans le top 3 de la division. Puis ça, on l'a fait à merveille. On a conclu la saison avec beaucoup d'assurance. Puis je pense qu'on s'amène en série avec cet espoir-là. Puis je pense pas qu'on va se faire jouer le même tour que l'année dernière où on a un peu... on a un peu souffert de l'expérience puis surtout de la physicalité des Capitals. Donc, je pense que le Canadien, c'est une équipe qui est un peu plus éprouvée maintenant et j'ai l'impression qu'on peut battre le Lightning en 6. OK. J'aime ça. Ben, j'ai bien hâte de voir l'atmosphère qui va être au rendez-vous. Sans trop s'éterniser, parce que là, je remarque que l'Est n'est pas encore terminé et qu'on doit se rendre à l'Ouest à un moment donné. Puis ça va pas prendre de temps. Hurricane Sénateur, j'ai mis Caroline en 5. Probablement la série... pour moi, peut-être une des séries les plus plates. À la base, les Canes sont extrêmement pas plaisants à regarder, mais c'est les résultats qui comptent, hein, Phil, c'est ça. La seule chose que j'ai écrit par rapport à cette série-là... Non. La seule chose que j'ai écrit, c'est Bossy avec un point d'interrogation. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? T'sais? On a eu Frédéric Anderson jusqu'en finale de conférence pour quelques années. Brendan Bossy, clairement le numéro 1 cette année, une vieille recrue qui s'amène, qui te livre toute qu'une série de matchs pour commencer l'année et qui termine en tant que numéro 1.
est-ce que c'est là où un peu ça jongle pour moi parce que Ullmark connaît, à la suite là, des Olympiques, il connaît une bonne séquence. Même chose pour les sénateurs en général, là, soit dit en passant, qui sont revenus de la mort pour s'installer en série. On délogé les Jackets, les Wings, les Capitals pour se rendre là. C'est une équipe qui a faim, certainement. C'est une équipe qui a trouvé une essence, puis c'est une équipe qui est très forte offensivement, mais t'affrontes les Hurricanes. Et donc, sur ça, je te dis ciao, ciao. On se verra l'an prochain du côté des Sénateurs. Le facteur X, pour moi, ce sera quand même le jeu physique des Sens. À la base à Caroline, pas une équipe qui donne de l'épaule, mais une équipe qui l'encaisse énormément. C'est la deuxième équipe qui encaisse le plus de mises en échec de la Ligue, les Hurricanes. Et pourquoi je me dis, est-ce que ça va réellement changer la manière que ces derniers vont jouer si ils encaissent encore des mises en échec? Non, pas nécessairement. Et c'est à peu près ce que j'ai à dire sur cette série-là. Vraiment, ce sera pas beau pour les Sénateurs et la troupe de Brady Tkachuk, mais bon, à voir, qui sait. OK. Honnêtement, moi, je regarde cet affrontement-là, puis je me dis que c'est un adversaire plus compétent que les derniers match-ups de première ronde des Canes. OK. Parce que moi, cette équipe-là, écoute, c'est des first round merchants, là, comme on dit. Ouais. Les Canes, c'est pas une équipe qui. Je vois juste pas que c'est une équipe qui va se faire upset, honnêtement, comme tellement un système, puis vraiment un hockey discipliné, puis genre d'éthique de travail, puis de façon de fonctionner qui est vraiment difficile à perturber. Je pense pas qu'une équipe comme les Sénateurs est l'équipe à le faire. Mais, tu sais, contre les Devils la saison dernière, pour moi, c'était une série qui était complètement morte. Je pense que j'avais dit 4-1. Les Isles, avant ça, aussi, même chose. Mais cette saison, je pense, c'est un peu différent. Le Sénateur, c'est une équipe qui est très physique. Évidemment, c'est une équipe aussi qui est assez profonde, étonnamment profonde, celle des Sénateurs d'Ottawa. Hallmark, bonne fin de saison. Bonne fin de saison. Oui. Puis je pense que ça va jouer aussi dans ma prédiction parce que je pense qu'il peut quand même là, aider les Sénateurs à livrer une bonne lutte aux Canes. Mais je vais dire quand même là, la Caroline en 6. OK. Puis le facteur X, par contre, que j'ai mis pour cette série-là, c'est pression. Parce que je pense qu'une équipe, évidemment, qui a plus de pression sur ses épaules parce que la Caroline, on attend là, depuis longtemps qu'ils percent et qu'ils se rendent au prochain niveau. Perdu en finale de conférence la saison dernière. Avant ça, c'était les demi-finales de conférence, la finale. Écoute, clairement, là, les 5 dernières saisons, c'est une équipe qui s'est rendue au deuxième tour, au moins. Donc, oui, certainement, ils ont prouvé leur capacité à gagner des séries, mais ils n'ont pas prouvé leur capacité à aller jusqu'au bout. Et c'est là que la Caroline a de la pression cette saison parce qu'il y a vraiment des attentes pour cette équipe-là, puis c'est compréhensible parce qu'avoir leur succès dans les séries, on se demande qu'est-ce qui manque pour qu'ils aillent au prochain stade. Puis oui, d'avoir ajouté par exemple un gars comme Ehlers pour encore approfondir la production de cette équipe-là, c'est énorme. Donc, les Sénateurs, eux, à l'inverse, s'amènent avec très peu de pression, je crois. C'est une équipe qui aurait pu se glisser aurait pu éliminer des séries facilement, mais on a réussi à éclipser ces autres équipes-là qui étaient dans la course, quand même finir avec 99 points au classement. Et écoute, je pense que quand même cette équipe-là s'amène avec beaucoup de momentum en série et vraiment peu de... Il n'y a rien pour retenir vraiment cette équipe-là. On arrive avec vraiment... on joue, tu sais, c'est house money là, pour les Sénateurs, comme on dit. On joue avec vraiment... l'énergie du désespoir aussi. Puis je pense qu'on va quand même démontrer là, qu'on est une équipe solide, une équipe capable de rivaliser avec... écoute, quand tu regardes vraiment les statistiques des Sénateurs là, depuis vraiment surtout la pause olympique,
on rivalise quand même là, au niveau des statistiques avec des équipes comme les Canes, par exemple. Donc, vraiment des puissances du circuit. Puis, oui, c'est un échantillon qui est plus court pour les sénateurs. Puis, on a peut-être là, des questions aussi au niveau de la blessure de Chabot, par exemple, qui est un problème quand même, selon moi. Ouais. Puis les Canes vont sûrement prouver qu'ils sont peut-être défensivement plus fiables. Puis c'est ça qui va sûrement changer la donne puis faire en sorte qu'ils vont remporter cette série-là. Juste vraiment, je pense, la stabilité de cette équipe-là. Puis vraiment une équipe qui est imperturbable puis qui a cette expérience-là de gagner des premières rondes de série. Ouais. Mais Ottawa ne se fera pas nécessairement balayer du revers de la main non plus. Là, je pense 4-2, c'est un bon score pour cette série. OK. J'aime le mot inébranlable, Phil. C'est aussi ce que je décrirais les Golden Knights de Vegas dans leurs 8 derniers matchs sous la tutelle de Jonathan Tortorella. Gars. On en avait parlé la semaine dernière. Est-ce que c'est vraiment lui qui va faire la différence? On a notre réponse. Il y a eu botte au cul du côté de Vegas et on s'est donné à cœur joie de remporter 7 dans nos 8 derniers. Seule défaite est venue en prolongation ou en tir de barrage, soit dit en passant. Cette série-là contre le Mammouth ne durera pas longtemps. Pour moi, c'est Vegas en 5 et je déteste ton sourire parce que je sais pas si tu vas me dire que le Mammouth va l'emporter, mais bon. À la base de Mammouth, qu'est-ce que tu veux dire par rapport à cette équipe? Elle est défensivement fiable. Karel Vejmelka qui joue du bon hockey, certes. Pas une équipe de série, parce que, gars, faut que tu te rendes là avant d'être considéré comme une équipe de série. Puis, offensivement, ça fait juste pas peur. J'ai aucunement peur de cette offensive-là de Utah si je suis Vegas, parce qu'à la base, Vegas est rempli de défenseurs très bons dans leur propre territoire. Puis en plus de ça, on a amené plutôt Rasmus Andersson pour combler le vide d'Alex Pietrangelo à la ligne bleue. Un échange qui a clairement porté fruit. Le seul hic pour moi, là, sans oublier bien sûr la blessure de William Karlsson qui pourrait revenir à temps pour la première ronde. Ça, c'est un pourrait, là, entre guillemets. J'en suis pas certain. Et l'Internet non plus. C'est entre des deux poteaux. Genre, qui va gauler? Sûrement Aiden Hill qui a remporté la seule Coupe de Vegas. Mais ça, c'était grâce à la blessure de Logan Thompson. L'affaire est, est-ce que je fais confiance à Aiden Hill? Non. Mais est-ce que les Oilers se sont rendus en finale de la Coupe avec Stuart Skinner et son 860? Oui. Un peu dans cette même dynamique-là, je n'ai pas peur pour Vegas. Je crois que c'est l'un des affrontements les plus faciles qu'on n'aurait pas pu obtenir en première ronde. Puis, ça va s'arrêter un peu là. Le facteur X, pour moi, ça va être John Tortorella. Lui non plus, pas un gars de série, bizarrement, mais il a transformé cette équipe en une équipe qui joue avec un peu plus d'ampleur, un peu plus d'hargne dans son jeu, puis a fait en sorte que les résultats apparaissaient finalement pour Vegas. Finalement, c'était pas fou de remplacer Bruce Cassidy. Mais encore une fois, c'est comme tu l'as dit, c'est peut-être juste une passe. Comme on l'a vu avec Rick Bowness, d'ailleurs, qui n'a pas connu une bonne fin de saison après ses 16 victoires, 2 défaites et 1 défaite en prolongation. Là. Ça a été super, mais jusqu'à présent, j'ai pas de. Je peux pas dire que je déteste l'ajout de John Tortorella derrière la barre de Vegas, et pour moi, c'est Vegas en 5. La performance de Tortorella est overrated, selon moi, parce que, écoute, Vegas avait pas du lourd travail à faire en fin de saison du tout. Écoute, on a affronté, je pourrais checker leur calendrier, là, mais écoute, je sais que c'était pas fameux comme adversaire là, jusqu'à la fin de la saison. Donc, je pense que Tortorella a bénéficié là, quand même de justement une cédule qui était quand même assez bénéfique. Écoute,
On a battu les Flames, on a battu le Kraken, on a battu les Canucks, le Kraken encore, les Jets. Ouh, c'est comme, wow, des grosses équipes. Là, Hey, t'en nommes pas qui ont été. Il y a quand même 8 matchs, là. Il en manque 3. Là, bah, écoute, Colorado, voilà. il y a les Oilers aussi, mais regarde, je pense qu'on peut pas nécessairement mettre trop de poids sur ça. On a besoin de voir un peu ce qu'il va faire en série, le Torts. Ouais, non, ça, Que, c'est sûr. Yeah, parce que comme je pense que les gens ont comme cette conception-là de Torts aussi. Ah oui, c'est un coach de série, mais comme concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai démystifié ça la Ouais, dernière fois qu'on en ça. a jasé. Il a fait rien en série, autre que la Coupe en 2004. Là. Justement. Puis ça fait 22 ans, je te le rappelle. Ouais, écoute, je pense qu'il a quand même sorti les... Il a quand même sorti les Knights de la misère, puis il faut lui donner du crédit pour ça. Les Canucks aussi, fin mars, le 30 mars. Là, fait que ça faisait beaucoup d'adversaires quand même qui étaient pratiquement des victoires gratuites, là, j'ai envie de dire, parce que vraiment, l'Ouest de cette saison-là, ça faisait dur. Ça faisait dur. Yeah. Écoute, il y a ça, je pense, dans ce qu'on a vu de la part de Tortorella. Mais oui, il est arrivé avec son système, puis il a établi un bon système, clairement. Mais moi, écoute, de toute façon, je peux pas prendre Vegas pour gagner. Comme j'haïs tellement cette équipe-là à la base. Comme je pense qu'il y a quelque chose de personnel là-dedans aussi. Mais pourquoi pas Utah, honnêtement? Comme, OK, c'est pour ça que tu me souriais. Là. Utah en 6. J'ai pas honte de dire ça du tout. Je pense que Utah est sous-estimé. C'est une équipe qui a une très belle défensive, notamment. Oui. Je pense qu'on va vraiment quand même là, montrer notre sûreté en défensive, puis des gars d'expérience aussi au sein de cette équipe-là. Quand même, écoute, oui, c'est une équipe qui est très jeune, mais tu penses à un Nate Schmidt, par exemple, qui a gagné l'an passé. Oui, absolument. Brandon Tanev, c'est un gars qui a joué énormément de séries éliminatoires. Écoute, tu as Mackenzie Weegar aussi dans cette gang-là. Tu as Mikhail Sergachev aussi qui en fait partie. Donc, je pense que c'est un très bon blend de cette jeunesse. Je pense que c'est une équipe dynamique, Utah. C'est une équipe que j'aime comparer un peu aux Ducks. Là. Je pense que c'est un peu la même vibe, si tu veux, parce que tu as beaucoup de ces jeunes-là entourés de quelques vétérans. Peut-être les Ducks sont un peu plus physiques, j'ai envie de dire, mais ça se ressemble un peu. Puis je pense qu'on va jouer ce style de hockey-là qui est très différent de ce que John Tortorella va vous proposer, qui lui va être on l'a dit, du hockey no nonsense. Ouais. Et vraiment va chercher à obtenir de la discipline puis de l'effort de son équipe. Mais je pense que le Mammoth quand même peut contrer ça avec vraiment sa créativité, une équipe qui va être jeune, dynamique. Je pense qu'il y a moyen de perturber Vegas au point même de gagner cette série-là. Puis c'est ça mon facteur X aussi, c'est le dynamisme. Je pense que Tortorella demande un style assez... Bon, c'est un style vieillot un peu, c'est un style qui est prouvé, oui, mais qui manque un peu d'originalité, j'ai l'impression. Okay. Puis c'est là que Utah va se démarquer, selon moi, au sein de cette série-là. 40 buts en passant pour Dylan Guenther. Oui, shout-out. Super bon, Dylan Guenther. JJ Peterka, lui, va attendre. Début de saison fulgurant, mais ça l'a largement diminué, cette affaire-là. Oilers Ducks est le prochain affrontement avec à laquelle je me suis attardé. Puis... Regarde. On vit dans un monde où McDavid est roi et nous sommes que des pions. Et pour cette raison, ça va être Oilers en 4. OK. Regarde, comme on l'a vu, là, je veux dire, je sais même pas quoi dire. Comme je suis bouche bée à l'idée que c'est inné pour moi de dire McDavid va juste démolir ton équipe. C'est ça. Est-ce que tu as vu Mathieu Savoie hier se faire donner des cadeaux dans l'enclave pour son tour du chapeau? Je veux dire,
Il fait tout pour cette équipe-là. Puis à la base, les Ducks qui avaient débuté la saison en force, présentement, ça va pas bien. Hein. C'est 2-6-2 à leurs 10 derniers. C'est l'era des Ducks. C'est une équipe en reconstruction. C'est ça leur identité avec des vieux gars dans leur équipe qui sont peut-être là pour une dernière année, peut-être là pour un dernier espoir là, à se rendre loin en série. Puis à la base, faut pas s'attarder sur l'idée de si on se rend pas loin, on n'est pas bon. C'est une équipe jeune en reconstruction. Yeah. Et pour ça, je crois pas qu'il y aura de pression sur leurs épaules. Mais les Oilers, oui. Surtout avec le retour de Leon là, dans l'alignement, ça va faire. Va falloir s'assurer que tout va bien là, du côté de Chris Knoblauch et son équipe. Connor Ingram est un gardien partant pour les séries. Puis ils vont être corrects. Tu dis ça, mais ça dérange même pas. Ils vont être corrects pareil. Ça dérange même pas. Je m'en fous. Puis, faut pas oublier aussi que Chris Kreider est dans l'alignement et donc ça se peut que Connor Ingram se fasse blesser assez rapidement. Mais après ça, c'est correct qu'ils ont Tristan Jarry. Ça dérange pas. Ça dérange pas. Tu pourrais honnêtement mettre n'importe qui. Là. Il était bon en série l'an dernier. Il est rentré, tu te souviens, pour laisser Skinner un peu sortir un peu la fumée des oreilles de Stuart Skinner l'an dernier. Voilà. Facteur X, Lucas Dostal. Sure, ce sera pas un Facteur X. Cette série-là se finit en 4. C'est à peu près ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ce sera Oilers en deuxième ronde, Oilers en troisième ronde et Oilers en finale de la Coupe encore. Là. Yeah, alright. Mon Facteur X, c'est McDry. Le bon vieux combo. C'est-tu vraiment rendu comme ça? Peut pas être un Facteur X. Il n'y a pas de X. Non, c'est même plus un facteur, c'est juste ça que c'est. Yeah. C'est une réalité, Phil. Exactement. C'est juste... Exactement. Juste McDry puis Oilers en 5. So. Super. Dallas, Minnesota. Je suis content que les. Soit dit en passant, je suis content que les Oilers affrontent pas les Kings encore. Ça, c'est comme regarder un film que tu as vu 5 fois puis tu fais semblant de pas connaître la fin. Comme... Phil. On va l'en jaser tout de suite. Après 4 ans d'affronter les Oilers, t'affrontes l'Avalanche en première ronde. J'allais aller avec le Dallas Minnesota en mettant qu'en en jaser. Yeah. Les pauvres Kings affrontent les Oilers 4 fois, perdent 4 fois, en 7, en 6, en 5 et en 4. Et tu sais bien qu'elle allait perdre encore une fois cette année. Et là, affronte l'Avalanche. Hier, là, brillait comme... Bon, le suspense n'a pas duré longtemps parce que les Oilers ont ramassé les Canucks. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité que les Oilers affrontent miraculeusement l'Avalanche en première ronde. Ça aurait été une folie. J'aurais tellement aimé que cet affrontement-là se passe en première ronde. Mais ce sera pour la finale de conférence, finalement. Oui, c'est ça. Ce sera pour la finale de conférence. OK. Quoi dire par rapport à cette équipe-là? Ça aussi, ça va être court. Là. Colorado en 5. Je veux dire, t'as beau rajouter Artemi Panarin. Comme t'aurais pu. Il est bon. Il est tellement bon. J'ai pas écrit grand-chose par rapport à cet affrontement-là parce que je pense juste que l'Avalanche est une équipe, selon moi, l'équipe la plus complète des séries. Au moment où on se parle. Parce que là, t'as 2 gardiens de but compétents. Wedgwood qui a été phénoménal. Moyenne de but allouée de 2,02. Le meilleur pourcentage d'efficacité de la Ligue. Oui, il n'a pas joué 50-60 matchs, mais t'as assez d'échantillons pour dire que c'est ton partant pour les séries, selon moi. Il y a juste défensivement, t'as rajouté Brent Burns qui n'est pas quelqu'un qui a peur des séries. Je veux dire, il était là chaque année avec les Kings. Il était là l'année où il était là avec les Canes aussi. Je veux dire, comme il est toujours là, Brent Burns. C'est un homme de série. À la base, cette équipe-là n'a pas changé un noyau qui a gagné aussi, faut pas le mentionner. C'est une équipe sans faille. Puis en plus de ça, tu rajoutes des joueurs sur un 3 et un 4e trio pour amener encore plus de profondeur. Yeah.
Excuse-moi, mais LA, t'as juste pas de chance. Ok. D'ailleurs, Darcy Kemper qui va affronter l'équipe qui lui a donné une Coupe Stanley en 2022. Je dis donné parce que je pense pas que c'était un facteur assez clé dans cette série-là. Facteur X, pour moi, la profondeur de l'Avalanche qui va être au rendez-vous. C'est une partie sous-estimée de l'Avalanche, d'ailleurs, ce troisième et quatrième trio-là et cette dernière paire défensive, là, peut faire des dommages, peut certainement faire des dommages. Jack Drury, Logan O'Connor, ces gars-là. Kelly aussi, Chris Kelly, Parker Kelly, pardon. Ouais. Non, c'est juste ça que c'est, Phil. C'est vraiment juste ça que c'est. Moi, j'aurais pu nommer plusieurs choses, mais pour le facteur X, j'ai dit centre parce que les centres au Colorado sont juste. Je peux presque pas demander mieux. Honnêtement, t'as tout ce que t'as besoin à ce niveau-là. Puis écoute, Colorado est meilleur offensivement, défensivement et dans le filet. Fait que je sais pas quoi d'autre je suis censé dire. Est-ce que t'as mis Avalanche en 4? Ouais, c'est mon sweep. Ok, c'est Colorado ton sweep. 4, ouais. Phil, il me reste un sweep à mentionner. Dallas en 4. C'est mon dernier pick. Et là, je vais faire ça vite parce que on est à veille de frapper la fin. Là. Ok. Même que ça se peut qu'il va falloir skipper sur le sporadique. C'est une série qui sera disputée jusqu'à la fin du match. Mais la fin du match aura un résultat différent que ce que certains vont penser. Gustafsson en série, c'est non. À la base. Mais Wallstead aussi. C'est aussi un nom à la base. Wallstead a jamais. Comment tu peux même deviner qu'est-ce qu'il va faire en série, Wallstead? Tu l'as jamais vu, et moi non plus. Parce que c'est une recrue, je j'ai le vu rappelle. Matt Murray aussi. J'adore. Ok. C'est bon. Glenn Gulutzan et ses boys qui sont tellement. Ah, mais c'est une équipe qui voit des séries à chaque année. C'est une équipe qui se rend loin, bon, à presque chaque année. Glenn Gulutzan en série. Non, mais son équipe n'a pas changé. Et son équipe connaît une très bonne fin de saison, soit dit en passant. L'idée pour les Stars cette année, je crois que c'est de gagner. Je suis fan des Stars, mais ben, je sais. en 4. En 4. Jamie Benn et Tyler Seguin, c'est des gars qui vont se retirer sous peu. Je pense pas que c'est des gars qui vont vouloir quitter sans au moins une participation finale de la Coupe. Et ça débute face au Wild du Minnesota. On a été chercher des gars du côté des Stars pour compléter cette équipe avec brio, notamment des gars comme Tyler Myers. On peut penser à lui. Michael Bunting, qui va certainement faire une différence offensivement. C'est pas des gars d'extrême renom, mais c'est des gars qui font en sorte que ton équipe s'améliore quand même. Puis, depuis l'ère Kaprizov, le Wild en série... c'est des premières rondes. Hein? 2 fois contre Vegas, 1 fois contre Saint-Louis, et qui l'aurait cru 2 ans passés contre Dallas. Ça a été un échec en première ronde. Tu rencontres Goliath en série, c'est ce qui va t'arriver. Puis bonne chance au Wild du Minnesota. Je ne vois pas comment cette équipe-là, avec le retour de gars comme Roope Hintz, notamment, va pouvoir compétitionner. Et tu l'as mentionné, les centres. Ouais, bonne chance au centre. C'est pas la force du Wild, ça, c'en est certain. C'est mon dernier. Ça c'est peut-être mon take le plus chaud, mais je vais rester avec et on verra ce qui arrivera. Ça, c'est incroyable. Ok, donc toi, tu viens juste de carrément retirer toute la hype de cette. Non, les matchs vont être bons. Qui est censé être la grosse série. Tu vas avec Stars en 7 comme ça? Non, Dallas en 6. Ok, en 6. Mais ouais, en 4, c'est un choc. Parce que, non, mais Minnesota ont quand même récolté 104 points au classement. Je veux dire, en saison régulière. Oui, mais c'est pas fait par hasard, ça. Non, c'est vrai. Écoute, je suis d'accord qu'ils n'ont pas la profondeur pour rivaliser avec les Stars. Le facteur X pour moi de cette série-là, c'est les blessures parce que Heiskanen, c'est encore un point d'interrogation. Hintz, c'est encore un point d'interrogation. Puis c'est des joueurs qui sont fondamentaux quand même dans cette équipe-là. Et les Stars, c'est une équipe qui compte sur je pense, une production quand même variée. On
On a des bons jeunes aussi qui émergent dans cet alignement-là, comme, écoute, White Johnson, on l'oublie, on pense presque qu'il est un vétéran maintenant. Ouais. C'est un nom. Il y a Maverick Bourque. Maverick Bourque, là. Ouais. Quelle saison? Oui, excuse-moi. Absolument. Voilà, vas-y. Qui est aussi de plus en plus un facteur chez les Stars. Justin Ritzkovian aussi, qui émerge aussi dans cet alignement-là. Donc, ça te fait... Il y a vraiment un roulement au sein des Stars. Puis, comme c'est quelque chose qu'on voit depuis un certain temps, je pense qu'il y a toujours des... comme on a eu ce core-là de Ben et Seguin qui est là depuis très longtemps. Puis là, t'as des gars qui sont arrivés là, un peu sur le tas comme ça. Thomas Harley, c'en est un. Logan Stankoven, c'en était un. Donc, ils ont vraiment des ressources, les Stars. Puis je pense que ça explique pourquoi ils sont toujours dans le mix année après année. Yeah. Ils cherchent à se rendre en finale de la Coupe, honnêtement. Là, c'est ça l'idée pour les Stars cette année. Malheureusement, on va devoir affronter l'Avalanche probablement encore et les Oilers après, sûrement. Oui, au deuxième tour. Donc, ce sera pas facile, certainement pour les Stars, mais en première ronde, je suis pas tellement inquiet contre le Wild. Ce serait pour moi un des plus gros chocs, franchement, si le Wild remportait cette série-là. C'est vraiment... Je vois les Stars comme vraiment un des géants là, de cette course à la Coupe Stanley. Et je peux pas les voir s'éteindre en première ronde face au Wild parce qu'on n'a pas réglé les problèmes du côté du Minnesota au niveau vraiment de la production offensive. Ça prenait de l'aide pour Kirill au centre, par exemple. On était chercher Quinn Hughes, qui était une bonne addition. Mais pas une série. Oui, c'est ça. Puis c'est pas exactement de ça dont on avait besoin. Donc, les Stars devraient remporter encore ce duel-là. Malheureusement pour le Wild, qui se bute toujours à plus fort qu'eux en première ronde, tout simplement. Ça va peut-être changer l'an prochain. Bill Guérin veut vraiment revoir l'ancien format. Je pense pas que Bettman va céder de si peu parce que c'est assez nouveau et c'est récent. Bref. Hey, Phil, c'est ce qui complète nos prédictions hockey pour les séries 2025-2026. Et malheureusement, on n'aura probablement pas le temps d'un sporadique, mais on a le temps de lancer nos 3 étoiles de la semaine assez rapidement. Je débute avec un chanceux résident de Miami, Phil, parce que la ceinture des millions de la UFC de Carlos Hulberg a été perdue. Et lui qui réside de l'autre côté du pays, en Nouvelle-Zélande, eh bien, est parti sans sa ceinture qui est donc volée. Et donc, un résident de Miami a maintenant une ceinture réelle de la UFC autour là, de sa hanche. Okay. En deuxième position, Luka Doncic et Cade Cunningham de la NBA qui ont eu le passe-droit pour recevoir des honneurs individuels dans le basketball professionnel. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que si tu ne joues pas 65 matchs pendant la saison régulière, tu n'as pas le droit d'avoir ton nom d'entrée même pour recevoir un prix individuel dans la NBA. Okay. Et Doncic, qui lui avait raté 2 jours pour un congé de maternité, sa femme qui avait accouché en Slovénie. Puis Cade Cunningham qui avait raté plusieurs matchs. Je me souviens pas par rapport à quoi spécifiquement, là, j'ai un peu oublié. Mais bon, je ne m'attends pas que les deux remportent un prix individuel cette année du côté de l'NBA de toute façon. Je vais lancer ça dans l'univers comme ça. Mais si oui, au moins, ils auront défié le système. Et finalement, la LHJMQ, les Wildcats et les Saguenayens qui ont sorti le balai assez rapidement et vont passer directement en demi-finale. Les Wildcats qui attendent toujours leur adversaire. Je crois que c'est entre Terre-Neuve et... Je me souviens plus l'affrontement de Terre-Neuve non plus, mais je crois que ça va être Terre-Neuve de toute façon là, qui va passer. Et Chicoutimi aussi qui atteint les demi-finales de la LHJMQ. Probablement les deux équipes qui vont s'affronter en finale aussi. J'ai bien hâte de voir ça. Oui, moi les Wildcats, c'est certain que je vais voir une game bientôt parce que cette équipe-là est encore très redoutable en séries éliminatoires, cherche à défendre son titre, a des bonnes chances de le faire. Et 2 balayages pour amorcer les séries, ça donne confiance encore en cette équipe-là. Pourquoi pas 2 titres consécutifs à Moncton. Donc, c'est ma 3e étoile de la semaine. Ah, cool.
j'ai pas eu le choix aussi de mettre Macklin Celebrini sur la liste. Oui, parce que, écoute, il a dépassé le total de points record chez les Sharks de San Jose avec ses 115 points, performance de 3 points pour finir la saison qui l'a aidé à s'y rendre. Et ouais, c'est pas rien. Écoute, Joe Thornton, c'est un grand nom dans l'histoire des Sharks, peut-être le plus grand. Oui. Ah oui. Et Celebrini est peut-être en voie de déloger cet homme. Et déjà 115 points et à sa 2e saison seulement dans le circuit. Quel succès pour Celebrini. Et ouais, je tenais à souligner ça. C'est un joueur qui va simplement... c'est une étoile montante qui va simplement continuer de se développer. Puis un jour, les Sharks seront en série puis ils vont terroriser la Ligue avec Celebrini, j'ai l'impression, parce qu'on n'est pas assez proche pour les Sharks dans cette ère Thornton, dans cette ère Pavelski. Tellement. On avait des très bonnes équipes, mais je pense que ce sera partie remise pour les Sharks parce que Celebrini, un jour, là, il sera certainement de cette conversation-là. Et comme les Wildcats de Moncton espèrent le faire, un qui a défendu son titre, c'est Rory McIlroy au Masters. Bon, ça. Et ça date un peu, là, c'était ce week-end dernier, mais c'est rare, hein? Deux Masters consécutifs, très rare. Ils sont peu à l'avoir fait. Et McIlroy qui vraiment là a eu il a échappé un peu son avance à un moment donné. Juste le dernier trou, hein, ça te donnait des frissons un peu. On l'a envoyé dans les bois, on l'a envoyé dans le sable, puis après ça, on a fait une sortie, puis un petit pote pour le bogey, tu sais. Puis c'est toujours ça, les Masters. Il y a toujours du drame, puis il y a toujours des obstacles. C'est jamais aussi facile que ça en a l'air. Et Rory qui gagne deux championnats consécutifs, 2 Masters consécutifs, c'est spécial, puis ça fait sourire beaucoup de gens aussi, parce qu'il est très aimé. Je pense que c'est un golfeur qui a quand même un bon following quand même. Et il y avait du roar pour Rory quand même au Masters ce week-end. Absolument. C'est ce qui termine ce 99e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode Wayne Gretzky, bien sûr. Avant de se quitter, je vous rappelle que la semaine prochaine sera le 100e épisode. Et pour ça, on vous prépare quelque chose d'assez spécial, merci. Il y a un pari qui a été perdu. Il y a un pari qui a été perdu. Et pour tous les fans de Dans les Gradins, l'épisode 75, c'est là où les modalités ont été données. Si vous vous en souvenez, je vous adore. Sinon, on va vous le rappeler au 100e épisode. Ça, il n'y a pas de problème. Vous allez le voir aussi. Bon, j'en dis pas plus. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous les épisodes côté audio sur Apple Podcasts et Spotify, bien sûr, et sur la chaîne 9 et 10 de Rogers TV, vendredi 20h. Sur ça, on se dit bon match. Une production de Podcast NBA.